Et donc quand je fais une proposition où je me dis de toute façon ils vont jamais nous prendre, ça ne fonctionnera jamais. Et puis il se trouve que notre proposition était celle qu'ils ont jugée la meilleure. Et donc on a été sélectionné pour créer l'expérience immersive Le Bureau des légendes. L'idée, c'est qu'on écrit une fiche de personnage, comme on fait en jeu de rôle, en fait, à nos comédiens, où ils savent quel est leur passé, quels sont leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils pensent de tel sujet politique, quel est leur avis sur tel autre personnage. Moi, j'adore m'inspirer de plein de trucs, plein d'éléments, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi à créer des œuvres qui sont vraiment transverses. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Comment faire kiffer les gens dans la série Immersif. Aujourd'hui, j'accueille Maël Maga, qui est aussi une connaissance d'autres invités des précédents épisodes, les Thibaut notamment, qui donc travaille dans le milieu de l'immersif, du théâtre immersif pour être exact aujourd'hui. Et il va nous parler un petit peu de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, de ce qu'il est en train de créer, de sa façon aussi de vous faire kiffer, public, avec ses créations toutes plus folles les unes des autres. Comment il a démarré, voilà. Il y a plein de sujets à aborder qui se feront sûrement écho aux derniers épisodes si vous les avez écoutés. Mais voilà, Maël, c'est le fondateur et dirigeant de Sculpteurs de rêve, donc un collectif de plusieurs personnes passionnées par ces milieux-là et qui créent donc des expériences. Et il va nous parler de tout ça. Ça va, Maël? Super, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Yes. Du coup, là, tu te trouves en Normandie, tu me disais, dans ta maison atelier qui te sert aussi de dépôt pour tes créations, on va dire. Explique-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et voilà, en quoi consiste aujourd'hui ton métier, sculpteur de rêve. Vas-y, je te laisse le champ libre. Ah, génial, de tant de questions en une seule, j'adore. Alors, moi, je m'appelle Maël Maga, je suis en effet, comme tu l'as dit, j'ai la joie d'être fondateur et directeur artistique de Sculpteurs de rêve qui est une compagnie spécialisée dans la création d'expériences immersives. Alors, expérience immersive, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. On aura peut-être l'occasion de parler justement de la définition de l'immersif. Qu'est-ce que ça veut dire, l'immersif? Mais en bref, on résume ça sur de la conception d'expériences qui vont mélanger différents médias, comme le théâtre immersif, l'escape game, le jeu de rôle, avec pour objectif de plonger les participants au cœur de la narration, une narration qui va se déployer à 360 degrés autour d'eux et dont ils vont être non pas simples spectateurs, mais acteurs à part entière. On a aujourd'hui plusieurs forces qui motivent un peu notre activité, avec notamment un réseau de 60 comédiens, 60 artistes spécialisés dans l'immersif, qui nous permettent de gérer un très grand nombre de projets en simultané. Et puis une volonté de non seulement créer des expériences immersives, mais de créer des expériences immersives qui ont du sens, dans lesquelles les gens vont non seulement passer un bon moment, vont kiffer l'expérience, mais en plus vont pouvoir apprendre davantage sur une période historique, sur un personnage, sur le réchauffement climatique, sur voilà, des enjeux qui, par l'immersion, sont rendus plus accessibles, plus ludiques, et donc plus facilement compréhensibles. Et comme tu l'as dit, je suis aujourd'hui sur les berges de Seine en Normandie, qui est notre bureau, stockage, atelier dans lequel on crée nos décors, qui a commencé dans l'Aube, en Champagne, puis qui est allé à Paris, puis qui maintenant est en Normandie pour gagner plus de place. Parce que toi, comment t'es arrivé à tout ça? Moi, je trouve ça super intéressant et on a pu échanger un peu en off il y a quelques semaines avant de prévoir cet épisode. Toi, tu m'avais dit que tu avais fait de la mixologie, c'est ça? Et donc, tu commençais à faire des ateliers de mixologie, barman, avec un peu de show, c'est ça? Donc, pour des clients divers et variés. Et ensuite, petit à petit, tu t'es mis à l'immersif. Tu as travaillé pour Fever, pour créer donc des expériences à Paris de cocktails un peu déjantés. Enfin, j'ai pas envie comment dire, d'être mauvais dans ce que je veux dire, parce que tu en as fait tellement qu'après, même moi, je peux ne plus avoir tout en tête. Donc, voilà, explique-nous comment tu es arrivé à créer ce collectif. Et on peut prendre le temps, hein, mais en tout cas, quels ont été les jalons de ta vie pro, on va dire.
Bien sûr. Alors en effet, la mixologie, c'était une brique importante, mais ça va pas être, je dirais, l'élément déclencheur qui m'a vraiment Ok. initié à l'immersif assez tôt. Après, c'est un élément hyper important et on le verra notamment sur les business models de l'immersif, où la partie, on va dire, boisson et mixologie est très importante, même en termes sensoriels. Mais non, ce qui m'a, moi, fait plonger dans l'immersif très tôt, c'est le jeu de rôle. Et c'est finalement une porte qui reste encore aujourd'hui assez étroite pour l'entrée dans l'immersif. Beaucoup viennent plus du théâtre. Les gens qui font des expériences immersives aujourd'hui viennent beaucoup du théâtre ou des escape games ou des parcs à thème. Finalement, des secteurs qui étaient déjà avec une forte base même professionnelle. Non, moi j'ai commencé avec le jeu de rôle, donc quand j'avais 10-12 ans, et par la suite quand j'avais 13 ans avec le jeu de rôle grandeur nature. Donc pour faire très bref, enfin, le jeu de rôle de base, c'est le Donjon et Dragon que tout le monde s'imagine, où on est autour d'une table à jeter des dés, à jouer des personnages, et passionné de ça. Je suis d'ailleurs toujours passionné de ça. Et grâce à ça, j'ai ensuite découvert le jeu de rôle grandeur nature, qui est la version plus du jeu de rôle. C'est-à-dire que là, on est plus simplement autour d'une table, mais on va être en costume, avec des armes factices, avec une structure et un décor qui se déploie vraiment. On est 200 dans une forêt avec des décors où on va passer 3 jours ensemble à simplement créer un scénario. Et ça, c'est une activité qui Ok. date depuis très longtemps, qui est structurée depuis les années 80, avec notamment l'essor du jeu de rôle, mais qui est encore très actif aujourd'hui. Et finalement, peu connu. Et c'est là, en fait, je dirais, la genèse de Sculpteur de rêve, de cette idée. On a commencé en faisant du jeu de rôle, en faisant du jeu de rôle grandeur nature. Donc, on a commencé quand on avait 13 ans, on était au collège, et on était juste fan de ça. Il n'y avait pas de jeu de rôle qui acceptait les mineurs dans nos environs. Et du Mhm. coup, on s'est dit, bon, bah, puisque personne ne veut de nous, on va organiser notre propre jeu. Et on a publié un post Facebook. Et c'est ça qui est assez formidable dans le milieu du GN, c'est que c'est assez petit et très actif. Et donc, en une semaine, on avait rempli les 100 places de notre jeu de rôle grandeur nature. Et enfin, on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais Ok. organisé d'événement, on n'avait même pas participé à un jeu de rôle grandeur nature. Et on s'est dit, oulala, mais maintenant que les gens sont inscrits, comment on fait? Et on s'est mis à l'organisation de ce jeu de rôle qui était très artisanal. Hein. Lorsqu'on l'a fait la première fois, il y avait vraiment pas grand-chose. Le scénario tenait sur un bout de papier. C'était quoi du coup? Ça s'appelait Sur quel Eclipson. thème? C'était médiéval fantastique. C'était Eclipson, c'était un monde qu'on avait créé nous. Hein, c'était fin de collège, début de lycée. Et donc en cours, on écrivait le système économique de notre empire, on écrivait les différentes races, les différents peuples qui peuplaient notre monde, on se passait les feuilles pour voir entre potes si ça nous allait sur les différents univers. Et en fait, ce qui est intéressant dans le jeu de rôle grandeur nature, c'est que nous, en tant qu'organisateurs, on écrit un monde, un univers, en fait un contexte dans lequel le jeu va se passer. Et ensuite, c'est aux joueurs et aux participants, donc en l'occurrence les 100 participants qui s'étaient inscrits, de proposer qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce jeu. Donc ils vont dire, bah voilà, moi j'ai cru comprendre que vous avez un empire où il y a des problèmes à la frontière avec des peuples étrangers, et donc du coup il y a je sais pas, une armée spéciale qui a été formée à cet endroit-là, et le joueur nous invente une histoire qui s'est passée à cet endroit-là, qui est la sienne, et qui justifie la raison de sa présence dans le jeu. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend son histoire, et on l'ajoute à l'histoire globale, en la rendant compréhensible et on va dire préhensible aussi par les autres joueurs. En fait, c'est comme ça, c'est vraiment une co-création permanente entre les organisateurs et les Ok. participants. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans nos créations à nous aussi. C'est cette volonté de co-créer, justement, de rester très ouvert, parce que c'est ça qui a fait la réussite de notre premier jeu de rôle grandeur nature. Alors même qu'en termes logistiques, c'était n'importe quoi. Qu'en termes de scénario, ça tenait sur un bout de papier. Mais en fait, ce qui a bien marché et ce qui nous a valu de très bons retours par la suite, ce qu'on a gardé ensuite, c'est que les joueurs nous ont dit à la fin, ce qui est fou, c'est que, alors vous n'avez pas préparé grand-chose, mais par contre, tout ce qu'on vous proposait, tout ce qu'on amenait, nous, en tant que joueurs, vous le preniez, vous l'adaptiez et vous faisiez en sorte que ça ait des conséquences. Et ça, c'est quelque chose qui est très cher aux yeux des joueurs de jeux de rôle dans la nature, mais en fait qui est très cher à n'importe qui participe à une expérience. Sentir que on n'est pas juste là, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ça n'a pas d'importance. Sentir qu'on a vraiment un impact sur la narration, sur la trame, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'on a découvert dès le premier jeu, on a eu la chance de le découvrir très tôt, qu'on a ensuite répliqué sur nos autres jeux. Donc on a fait 4 jeux de rôle dans la nature au total comme ça, qui ont ensuite monté en puissance. Le dernier, on était 600. Il y avait une équipe de maquillage professionnel, des effets spéciaux, du son et de lumière, du feu. Enfin bref, c'était un énorme truc. On en était très fiers. Et tu fais Et ça où? c'était dans le jardin de mes parents en Champagne. En fait, mes parents ont un grand gîte, qui a été vraiment une grande chance pour Ah nous de oui. pouvoir lancer ça.
Et dans ce gîte, justement, quand on avait 13 ans, moi, je suis allé voir mes parents en disant, ouais, on cherche un endroit, est-ce que ça vous dit d'accueillir ce jeu où il y a 100 personnes en costume qui vont venir se battre à l'épée en mousse. Et mes parents ont dit OK, et je les remercierai jamais assez pour ça et pour cette folie. Ils ont même fait la nourriture sur le premier jeu de rôle. Et c'est un peu comme ça que tout s'est lancé, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on est parti de là. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que Sculpteur de rêve derrière est devenu Sculpteur de rêve tel que c'est aujourd'hui? C'est qu'on a fini le dernier jeu de rôle grandeur nature avec une grande fierté, qui était que c'était une très belle réussite et on avait réussi quelque chose de très grand, voilà, vraiment un bel événement. Néanmoins, on se retrouvait toujours avec les mêmes personnes. On était toujours avec des gens qui étaient fans de jeux de rôle grandeur nature ou qui étaient amenés par des joueurs fans de jeux de rôle grandeur nature. Alors même que notre jeu Ok. était particulièrement ouvert. Nous, on se vendait vraiment comme un jeu de rôle qui avait pour but d'initier les nouveaux. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire depuis le début. Mais malgré ça, ça restait un univers qui peut faire peur en fait. Alors même que c'est pas si fermé que ça, c'est-à-dire que c'est très accueillant. Les joueurs de jeux de grandeur nature accueillent toujours les nouveaux, il y a vraiment une bienveillance. Mais de l'extérieur, assez naturellement, les gens ont un peu peur d'apprendre des pages et des pages de textes, de scénarios, de se dire je vais m'enfermer pendant 3 jours avec des inconnus à me taper dessus à l'épée en mousse. Et donc, à juste titre, ça peut faire peur. Et nous, on s'est dit, mais c'est dommage parce qu'on ressent des émotions, des expériences, une immersion, alors même qu'on ne parlait pas d'immersion à l'époque, telle qu'on n'en retrouve nulle part ailleurs. Et donc, notre idée, c'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on va créer un jeu de rôle grandeur nature dans ce style-là, mais accessible par n'importe qui? Casser toutes les barrières à l'entrée, rendre quelque chose qui sera malgré tout très intense, très participatif, où les gens vont avoir un rôle, où ils vont avoir un impact, mais où ils vont pouvoir, sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit avant, en ayant une expérience de 2 heures très intense et pas sur 3 jours, pas besoin d'apporter un costume, voilà, plein d'éléments qui font que sur un coup de tête, on peut se dire, ah tiens, je vais participer à ça, ce qui en effet dans le jeu de rôle par la nature n'est pas possible. Donc c'est un peu de là qu'on est parti. On s'est Ok. dit, ok, qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour le grand public? Les escape games, le théâtre immersif, la VR, le mapping. On a pris un peu tous ces médias qui ne se qualifiaient pas encore d'immersion, mais que nous, on ressentait comme immersifs. On les a mélangés et on s'est dit, ok, bon, on va faire une expérience hybride où on garde le jeu de rôle comme colonne vertébrale de nos expériences, mais on y ajoute des comédiens, du théâtre immersif. On y ajoute des énigmes, des escape games, du game design qui va permettre aux gens d'avoir une progression et une satisfaction. On y ajoute du son et lumière de spectacle, de la vidéo, de la réalité virtuelle. Et avec tout ça, avec tous ces stimuli qui vont permettre de générer de l'immersion chez nos joueurs, on va réussir à les embarquer et à les embarquer en fait dans un jeu de rôle grandeur nature sans même qu'ils sachent qu'ils sont en train de faire un jeu de rôle grandeur nature. Voilà un peu comment s'est lancé Sculpteur de rêve. Ok, ouais, j'ai plein de questions là qui me viennent. Merci pour tout. Aujourd'hui, tu as quel âge et t'as lancé ça à quel âge du coup là? Parce que tu disais tu avais 13 ans, 14 ans quand tu as fait tes premiers GN, enfin C'est grandeur ça. nature. Et Mm-hmm. ensuite, Alors, il y a eu combien de temps de cheminement du coup pour voir un petit peu en gros, il y a à peu près 10 ans. Nous, on dit que Sculpteur de rêve a 10 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 27 ans. En fait, donc on a commencé à organiser des jeux de rôle grandeur nature quand on avait 13-14 ans. Donc c'était plusieurs groupes, c'était des amis de collège à l'époque, puis ensuite on s'est retrouvés avec des amis, il y en a qui sont partis. Enfin, c'était très mouvant au cours de la création de Sculpteur de rêve. Et le premier grand jeu de rôle avant le dernier avec 500 personnes, c'était quand j'avais du coup 17 ans, donc c'était il y a 10 ans, c'était en 2014, le premier grand jeu de rôle officiel qu'on a vendu au grand public. Et ensuite, il y a une période de 5 ans où on a fait des jeux de rôle grandeur nature, uniquement, donc sous forme associatif. Et c'est ensuite au bout de 5 ans que là, on s'est dit, ah, ça serait intéressant justement de voir si on ne pouvait pas faire autre chose. Donc c'était 2018-2019. Ça coïncidait aussi un peu avec la fin de la licence avant de commencer un master. Et je me suis dit, ah, ça serait intéressant de tester d'autres choses. Et c'est là que la forme, on va dire, société de sculpteurs de rêve s'est lancée avec ce concept de créer des expériences immersives accessibles pour le plus grand nombre. Et c'était en 2017, 2018, 2019, dans ces eaux-là, quoi, alors qu'on ne parlait pas encore d'expérience immersive. Le tout début des expériences immersives, c'est justement 2018. Et c'est là aussi où il y a eu un élément un peu déclencheur dans le milieu des expériences immersives en France d'une manière générale, et pour nous, sculpteurs de rêve, qui était l'Immersive Creation Challenge, qui en fait était une expérience qui était notamment lancée par Madame Lupin,
et par Steve Boyle, qui est un concepteur d'expériences immersives aux États-Unis. Sachant qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, les expériences immersives ont quand même plus d'antériorité qu'en France. Et en fait, ils ont lancé sur un week-end, ils ont rassemblé tous les gens qui faisaient un peu des expériences immersives, dont on faisait partie. On était une quinzaine, vingtaine. Il y avait du coup Thibaut qui était là, Thibaut Lièvre qui était là à cette occasion également. Et le principe, c'était, on avait 48 heures pour créer une expérience immersive. Et au bout de 48 heures, il y avait 50 personnes qui avaient payé leur place, qui venaient tester notre expérience immersive. Et donc là, voilà, on a testé, on a rencontré plein de gens. Il y avait les gens de Big Drama, il y avait il y a des gens de Time Factory aussi. Et on s'est rassemblés comme ça. Et c'est un peu l'élément qui a lancé les expériences immersives, je dirais, en France. Et qui nous a fait dire, c'est vraiment non seulement ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment cette notion-là d'expérience qu'on a envie de faire. Et surtout qu'on a envie de faire avec notre spécialité, parce que lors de cet événement, on était les seuls à venir du jeu de rôle et avec notre spécialité qui est vraiment ce jeu de rôle, le fait de mettre les gens au centre de l'expérience. Trop bien. Et moi, j'ai une question par rapport à cette période-là. Tu parles de 2018, enfin 2017, 18, 19, la naissance de l'expérience immersive, on va dire, en tout cas dans la notion de grand public. Mhm. Pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui motive, enfin qu'est-ce qui a motivé, tu vois, le public à passer dans ce step-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été euh, créé, tu vois, que par des aficionados du jeu de rôle et autres pour inventer un nouveau médium, ou est-ce que c'est comment dire, un effet sociétal plus important que ça, de se réfugier dans quelque chose d'imaginaire pour sortir du quotidien? Enfin bon, ma question est un peu orientée, mais j'imagine que tu vois où je veux en venir. Ouais. Bien sûr, J'aimerais ta ouais, vision là-dessus d'où c'est venu, quoi. c'est ça. Je pense que c'est un mélange de tout ça, hein, de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que je pense que d'une manière générale, il y a de toute façon vraiment une dynamique sociétale dans le divertissement, mais même dans la culture, dans plein de milieux différents, qui tend vers ce type d'expérience, qui ont plein de bénéfices dans un monde où on cherche beaucoup d'interactivité, où on a une concentration qui peut être un peu plus éparse, et où on va vouloir se reconcentrer sur l'humain et mettre un peu de côté la technologie. Et donc, les expériences immersives, elles répondent un peu à tout ça, et elles permettent de se retrouver au croisement de plein de générations. Les générations justement où on est tout le temps sur nos écrans et on a des choses qui se passent très vite et on a des choses très interactives où on prend vraiment en compte notre individualité dans un tout global. On n'est plus devant une salle de cinéma. Alors évidemment, toutes ces œuvres, cinéma, le théâtre classique, etc., ont toujours une grande place, mais c'est vrai qu'il y a une demande et une recherche pour des choses où on va se sentir son individualité à l'intérieur de l'expérience, tout en étant quand même dans une expérience collective. Et tout ça dans une expérience qui en plus nous rapproche, qui est sociale, où on va pas être derrière des écrans interposés, etc., mais où on va se retrouver dans quelque chose de vraiment tangible, sensoriel, et on se retrouve à lâcher notre téléphone pendant 2 heures sans penser à ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment une dynamique globale dans la société, et ça ajoute à ça en plus des timings, c'est-à-dire qu'on Une lame de avait fond, quoi. une lame de fond, exactement. Vraiment un besoin. Et c'est là où je pense que, alors, on verra évidemment dans quelques années, mais je pense que les expériences immersives, c'est pas une mode comme on peut en avoir qui vont passer dans 10 ans. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de plus en plus, avec une société qui se digitalise de plus en plus et qui fait des choses merveilleuses avec l'intelligence artificielle, avec d'éléments technologiques, d'ailleurs même expérience immersive jusqu'à même encore aujourd'hui, bon, ça commence à changer un petit peu, mais pour la grande majorité des gens, expérience immersive égale réalité virtuelle. Or, expérience immersive, c'est beaucoup plus large que ça. Ça englobe un panel d'expériences qui est beaucoup plus large que ça. Et ça commence à avancer, notamment aux yeux du CNC, aux yeux même du ministère de la Culture, le fait que les expériences immersives, ce ne sont pas que les réalités virtuelles, réalité augmentée, etc. Mais ça englobe le théâtre immersif, les escape games, le jeu de rôle, etc. Et donc, cette compréhension qui va être de plus en plus croissante, et au fur et à mesure que le milieu se structure, on va vraiment avoir je pense, une pérennité des expériences immersives. Avec un enjeu à relever pour les expériences immersives, enfin plein, mais un majeur, qui est celui du business model, notamment les expériences immersives avec beaucoup d'humains, qui voilà, ont vraiment évidemment une fragilité et en même temps une force, qui est des coûts d'exploitation qui sont énormes. Et donc, il faut trouver des manières malines de continuer d'avancer, de pouvoir quand même générer de la valeur, tout en gardant au cœur cet humain et cet aspect très vivant qui fait la beauté des expériences immersives.
Donc ça, je dirais, c'est la trame de fond. Faut... Et c'est ajouté à ça des événements comme... Vas-y, continue. Pardon, ouais, je t'en prie. Je disais oui, comme l'Immersive Creation Challenge qui a justement rassemblé les gens du secteur. Puis ensuite, par la suite, les journées de l'immersif avec l'association Jedi qu'on a cofondé avec plusieurs créateurs d'expériences, dont Thibaut Paquin que tu as eu la chance de rencontrer. Et avec des événements un petit peu formateurs et un peu qui ont lancé vraiment en France les expériences immersives, un peu en écho à des expériences qui se faisaient au Royaume-Uni comme Sleep No More, Secret Cinema ou aux États-Unis. Et qui ont été par exemple le secret Helsingor de Léonard Maton, qui a été lancé justement en 2017-2018 dans ces eaux-là autour de vraiment du théâtre immersif, autour du lieu qui s'appelait Le Secret et des big dramas qui se sont lancés, nous qui avons lancé nos premières expériences, et ainsi comme ça, on a jalonné ce qui est aujourd'hui le milieu des expériences immersives. Ok, ouais, super. Et du coup, parle-nous de tes premières, enfin de vos premières expériences créées avec le collectif, la compagnie. Comment Ouais, ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Et au final, enfin, comment ça a jalonné la suite aussi? Était-ce un succès? Enfin, à toi de me dire un peu ce que vous ouais. avez fait. Avec plaisir, ouais. Nous on a adopté dès le début et même tout au long de la vie de la société la stratégie de la tortue, où on essaye d'aller lentement mais sûrement et de grossir petit à petit en s'appuyant toujours sur des bases solides. Donc nous, aujourd'hui, sur Sculpteur de rêve, on a deux activités principales, qui est réponse à des commandes, donc un métier d'agence en fait, hein, donc des marques, des institutions culturelles, des musées peuvent venir nous voir pour commander une expérience immersive qu'on va leur créer sur mesure. Et on a une société de création originale où on va créer nos propres expériences. Et au début, on s'est lancé en tout petit, juste avec l'agence, et avec une agence qui était centralisée sur les team building, sur les anniversaires, sur la création d'expériences voilà, grand public, qui était, pour notre petite échelle, le plus Mhm. accessible. Donc on a commencé comme ça, à se faire nos armes justement sur des expériences de ce type-là, qui étaient très enrichissants, mais qui demandaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour finalement peu de rentabilité et pour des expériences où finalement on n'avait pas non plus un loisir créatif énorme parce que des budgets très serrés, enfin, voilà, plusieurs complications, mais qui a permis de nous roder sur une base d'expérience immersive. Et on s'est laissé comme ça, et quand même, on a eu pas mal de difficultés au début parce qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas et que c'était pas forcément ce qui nous passionnait le plus. Donc, à un moment, on a arrêté. C'était à la fin. Moi, j'ai fait un premier master en communication à Sciences Po. Donc, je fais ma licence à Sciences Po. Là, j'ai fait un premier master en communication et j'ai fait ma fin de master dans la création de la société, justement. Et donc là, j'ai testé avec mon associé de l'époque, Benjamin, a testé de la création de team building, mais on voyait que ça marchait pas trop, donc on s'est dit bon bah on arrête, on change un peu d'orientation, on laisse maturer, et on voit ce qui se passe. Moi, je me suis relancé dans des études de droit pour faire avocat en droit de l'environnement en l'occurrence. Ok. Et donc, j'ai commencé mes études de droit où c'était super intéressant. Et là, au bout de 2 mois et demi, où je me disais justement, ah, je vais faire un métier sérieux, je vais être avocat, etc., j'ai une proposition pour faire l'expérience immersive, le bureau des légendes, par Dama Dreams, donc, qui m'ont recruté sur LinkedIn et qui m'envoie un message en disant, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire une proposition? Moi, je me dis, aïe, aïe, je viens justement de reprendre des études pour faire un truc sérieux, mais en même temps, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Sculpteur de rêve, ça restait un à côté pour moi à l'époque. Et donc, bon, je fais une proposition où je me dis, de toute façon, ils vont jamais nous prendre, ça ne fonctionnera jamais. Et puis, il se trouve que notre proposition était celle qu'ils ont jugée la meilleure. Et donc, on a été sélectionné pour créer l'expérience immersive Le Bureau des légendes. Donc là, branle-bas de combat, moi je me dis, oh là là, j'ai mes partiels de droit dans 3 semaines, ça va pas du tout. Mais en même temps, je vais absolument faire ça. Donc là, j'ai recruté une Dream Team autour de moi, dont Thibaut Lièvre faisait partie, pour justement créer cette expérience immersive où on a eu en gros le contrat, je ne sais plus les dates exactes, mais c'était quelque chose comme mi-octobre, pour une ouverture tout finalisé, décor, etc., autour de février, quoi, mi-février. Et donc nous, on devait rendre notre deck de scénario fin novembre, début décembre. Donc on avait 1 mois et demi pour faire une expérience immersive qui était sur 300 mètres carrés, avec 3 comédiens, du jamais vu, c'est-à-dire c'était une des premières expériences. Il y avait le light thriller qui était un peu dans cette idée-là, mais on allait encore dans une autre dimension, dans un lieu où il fallait 3 équipes en simultané dans le lieu. Enfin, c'était un vrai Tetris
organisationnel, mais c'était passionnant et on a relevé le défi, on a réussi à ce que ça ouvre bien en février. Donc nous, on s'occupe vraiment de la partie création, les énigmes, le scénario, la formation des comédiens, driver les décors, imaginer comment la répartition devait se faire. Donc c'est mon équipe qui a vraiment géré tout ça. Et en collaboration étroite avec donc Dama Dreams et avec la DGSE et le Bureau des légendes. Donc c'était hyper intéressant de travailler en plus avec les services secrets français qui nous expliquaient un peu comment ça fonctionnait sans en dire trop à chaque fois, c'était très énigmatique. Mais voilà, c'était vraiment une belle expérience. Et voilà, et donc C'est l'événement s'est créé, 5 étoiles sur TripAdvisor, très peu de temps de rodage pour que ça fonctionne très bien, et justement une première dans le milieu des expériences immersives avec ce type d'expérience, avec comédien, et autour en plus d'une licence, en l'occurrence le Bureau des légendes. Voilà, c'est un peu comme Ça doit ça. être énorme de bosser avec ce genre d'acteurs parce que tu fais comment là du coup et tu leur dis oui alors on a imaginé que ça pouvait se passer comme ci ou comme ça alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire et donc là ils te disent quoi, ils te disent oui c'est à peu près ça ou oui vous êtes sur la Exactement. bonne voie mais on vous en dira pas plus. C'est ça. Bah, ils sont vraiment très avares en mots, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, on leur envoie les scénarios et juste ils se réservent le droit de juste dire non, sans justification. Ils disent non, faites pas ça. Donc changer de scénario. Après, on avait la chance de travailler avec la série, le Bureau des légendes et Olicard Productions, qui eux connaissent très bien la DGSE, ont eu l'occasion de visiter, etc. Et donc servaient un peu de traducteur entre nous et les services secrets qui, eux, avaient l'habitude de travailler, ils savaient ce que ça voulait dire un petit peu, ils savaient quelles étaient leurs orientations, qu'est-ce qu'ils aimaient pas. Et donc, de ce fait, ils ont pu nous faire gagner beaucoup de temps sur la rédaction du scénario. Mais c'est une très belle expérience. Moi ce qui m'intrigue tu vois là, enfin m'intrigue c'est que tu nous as parlé donc des jeux de rôle grandeur nature quand tu étais ado, ensuite donc tu fais les études, tu progresses petit à petit et tu gardes Sculpteur que tu as co-créé en side comme tu nous disais, et le premier gros contrat, enfin même premier vrai contrat, c'est le Bureau des légendes. C'est ça. Alors, on a eu d'autres contrats avant. On a eu des contrats pour la SNCF, on a eu des contrats pour des entreprises aussi, genre des mairies, des musées. On a fait le musée Picasso. Enfin, on avait déjà eu des contrats, on va dire, de mettre plus de prestations sur une journée, en fait. C'est-à-dire, c'est plus venez et créer un team D'accord. building ou créer des choses comme ça. C'est quand même des beaux contrats, des très belles expériences. Mais là, c'était la Mhm. première grosse expérience où on a pu vraiment déployer tout notre potentiel créatif et surtout toute l'originalité de ce nouveau format. C'est-à-dire, quand on va répondre à des commandes, il y a quand même souvent une volonté de rester dans de la sécurité et dans des choses qui fonctionnent et des choses dans lesquelles les clients peuvent se projeter. Là, on a la chance de travailler avec le Bureau des légendes et avec l'équipe de Dama Dreams qui avait déjà cette vocation, qui eux faisaient des escape games assez classiques et qui avait vraiment cette volonté sur cette nouvelle expérience d'aller plus loin, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. De cette expertise dans essayer d'aller plus loin, de faire des expériences immersives. Et donc c'est là où on a pu vraiment exploiter tout notre potentiel, qui de ce fait a été reconnu et nous a permis aussi par la suite d'aller encore plus loin dans d'autres contrats, d'autres, d'autres chemins, quoi, de pouvoir continuer à explorer, de pouvoir plus exprimer notre potentiel en ayant démontré qu'on savait faire des expériences immersives. Euh, ce qui fait le succès de Sculpteur de rêve pour toi aujourd'hui, ou ce qui a fait, c'est quoi? Votre spécificité, votre truc, enfin, sans tomber peut-être dans un discours trop marketing, mais ce que tu as Bien dans sûr, les ouais. tripes ou ce que vous avez dans les tripes, c'est quoi en fait? Je pense qu'il y a plein de briques un peu les unes avec les autres. Je pense qu'il y a un côté très débrouillard chez Sculpteur de rêve, qui vient en fait du jeu de rôle, hein, tout simplement, où au jeu de rôle, il faut réussir à faire un truc incroyable et reconstruire un château et un royaume avec rien du tout, avec des bouts de ficelle. Et donc ça t'oblige à être très malin, à essayer de mener pour baisser les coûts au maximum, et malgré tout faire des choses les plus impressionnantes possibles en trouvant des choses un peu malines. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé encore aujourd'hui sur nos expériences, ce qui nous permet de lancer beaucoup d'expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parmi ceux qui lancent le plus d'expériences, même on est ceux qui lancent le plus d'expériences immersives, de théâtre immersif à l'année, donc on en lance beaucoup. Parce que justement on a ces mécaniques et on va dire cette ingéniosité, sans alors en toute modestie, mais dans le sens où c'est vraiment une plus-value qu'on a dans notre équipe de faire des choses à très faible coût et de pouvoir les lancer rapidement. Donc ça, c'est une première chose. Après, je pense que le cœur vraiment de la force de Sculpteur de rêve, c'est l'équipe de comédiens de Sculpteur de rêve.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment construit une équipe qui est d'une part très grande. Donc, on a 60 comédiens spécialisés dans l'immersif, qui sont très attachés à Sculpteur de rêve, et on est très attachés à eux, et c'est vraiment un échange. On voit ça vraiment comme une équipe d'amis, on fait des soirées souvent, on a une très belle synergie de groupe, avec malgré tout des talents qui sont très forts et très spécialisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des comédiens spécialisés dans l'immersif, alors il y en a de plus en plus, mais des comédiens qui ont autant d'expérience que les nôtres parce qu'ils ont joué sur toutes nos expériences, voire sur des expériences d'autres personnes, et qui ont vraiment cette intelligence du jeu avec les gens, et pas seulement du jeu sur scène ou du jeu de cinéma ou du jeu plus magistral, mais qui vont savoir embarquer des gens sur une scène, mais aussi savoir discuter avec des gens, rebondir sur ce qu'ils ont à proposer, les inviter pour quand même qu'ils restent pas dans leur coin et qu'ils arrivent dans l'expérience, mais sans les forcer pour pas qu'ils se sentent braqués. Donc c'est vraiment toute une ingéniosité avec en plus voilà une équipe dynamique qui est toujours partante pour tous les projets. Donc ça c'est vraiment une grande force et une grande diversité de profils, ce qui fait que sur toutes nos expériences, on sait que le casting, on l'a dans notre équipe. En fait. On recrute les gens et les gens sont chauds et sont partants, et avec des gens qui sont aussi des chanteurs. Enfin bref, on a vraiment une grande pluridisciplinarité au sein de l'équipe et beaucoup de talent, ce qui fait qu'on peut vraiment se reposer sur cette équipe et dans la même veine lancer beaucoup d'expériences en simultané, faire beaucoup de choses en simultané, parce qu'on sait qu'on a derrière une équipe qui suit vraiment, vraiment très fortement. Et peut-être en dernier élément, je pense qu'il y a cet aspect jeu de rôle qui est très important et qui va plus loin en fait quelque part que ce qu'on a pu voir en théâtre immersif classique ou en escape game, qui étaient finalement des choses que les gens avaient déjà vues, qui évidemment s'enrichit beaucoup, qui augmentent de plus en plus, mais on voit qu'aujourd'hui de plus en plus les expériences immersives deviennent du jeu de rôle. Et d'ailleurs, je regardais un article qui me faisait beaucoup rire d'un Disney Imagineering qui a travaillé sur Galaxy's Edge aux États-Unis, l'énorme Faucon Millennium de Disney où vous vivez 3 jours plongé dans l'univers de Star Wars, c'est un truc énorme, vraiment très immersif, qui disait que justement c'était du jeu de rôle grandeur nature et que l'ARP, donc Live Action Role Play Games, l'anglais pour jeu de rôle grandeur nature, était le futur des expériences immersives. Et je pense que quelque part il a raison, c'est vraiment ce côté où on joue vraiment un rôle, on est vraiment impactant et où là c'est l'expérience la plus immersive possible parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on voit, quoi qu'on dise, quoi qu'on goûte, quoi qu'on sente, c'est dans l'univers et ça a un feedback aussi naturel et logique dans l'univers. Donc je dirais que c'est ces trois grandes dimensions qui ont fait la richesse de Sculpteur de rêve, le tout porté par une structure qui a justement s'est développée petit à petit en gagnant beaucoup en compétences, en fonds, en financement, en faisant toujours tout en autofinancement. Donc on a toujours reposé que sur des financements propres à la société parce qu'on a commencé en tant qu'agence. Donc en tant qu'agence, on a pu prendre de la trésorerie, prendre de l'expérience, grossir, faire des contrats de plus en plus gros. Après le bureau des légendes, on en a eu plein d'autres contrats pour Fever, pour des grosses compagnies, pour des grandes institutions, et qui nous a permis d'avoir une grande légitimité, beaucoup d'expérience et une trésorerie qui, derrière, nous a permis, il y a 4 ans, de nous lancer avec nos expériences originales, et là de proposer encore plus d'innovation et de nouveautés sur le marché. Ok, trop bien. Tu parlais de Disney aussi. C'est vrai qu'on les a pas cités encore. Enfin, tu l'as fait. Mais c'est eux aussi, voilà, avec les parcs et autres, qui ont commencé. Enfin, je pense qu'il y avait d'autres parcs, mais en tout cas, dans leur univers très propre, imaginaire, ils ont amené en fait cette immersion avec les personnages, les mascottes, les décors, le jeu aussi de certains collaborateurs sur site depuis les années du coup 90. Bon, avec des budgets titanesques et comment dire, un environnement qui était déjà créé depuis des années par tout l'historique justement des dessins animés Walt Disney. Mais en tout cas, moi, ça reste toujours pour moi, entre guillemets, une référence ou un des piliers d'une expérience totale, on peut dire, où certes, toi, tu peux y aller non costumé, mais tu es dans un univers qui est autre et tu sors de ton quotidien. Moi, j'ai une question par rapport aux acteurs, aux comédiens, pardon. Est-ce que tu peux expliquer justement à ceux qui nous écoutent, peut-être que certains ne sont pas familiers avec ça, voilà, c'est quoi la différence avec de la comédie, comme tu dis, de scène ou du théâtre classique, comment tu les briefes, comment ils s'entraînent et le jour J, enfin, ou lors des représentations de l'expérience immersive, je pense qu'on va dire ça
40 fois expérience immersive dans ce podcast, voire peut-être 100 fois. Voilà, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, parce que là, on est sur des concepts, on est à l'audio, dans de l'audio, tu vois, donc c'est peut-être plus difficile à palper. Est-ce que tu arrives à nous expliquer tout ça? Complètement. Alors c'est très très fin et en plus c'est en constante évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code du comédien de l'immersif qui a été écrit. Donc c'est de la recherche permanente. Néanmoins, c'est vrai qu'on a réussi au fur et à mesure des années et des expériences à vraiment construire une base solide de qu'est-ce que ça signifie être comédien en immersif. Et ça passe essentiellement par l'humain et par la capacité d'improvisation du comédien. La partie humain, c'est réussir à être déjà d'une part dans son personnage, plus que d'être dans un rôle et d'apprendre un texte. Le plus important, c'est d'être dans son personnage. Nous, on n'écrit pas de texte, ou très peu. On écrit quelques discours importants, quelques briefs d'introduction qui sont scriptés pour avoir les informations essentielles. Mais pour le reste de l'expérience, les scènes ne sont pas scriptées. L'idée, c'est qu'on écrit une fiche de personnage, comme on fait en jeu de rôle, en fait, à nos comédiens, où ils savent quel est leur passé, quels sont leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils pensent de tel sujet politique, quel est leur avis sur tel autre personnage, ce qui leur permet ensuite d'avoir une partition qu'ils vont pouvoir jouer comme ils le souhaitent, mais en fonction de ce que les joueurs vont leur proposer. Donc ils s'adaptent tout le temps, mais en ayant des rails qu'on leur donne pour qu'ils partent pas non plus dans quelque chose qui serait préjudiciable pour l'expérience. Et donc c'est cette capacité d'apprendre un personnage, de se l'incorporer totalement encore plus que ce qu'on pourrait le faire en théâtre, et de devenir ce personnage naturellement dans l'expérience. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie vraiment apprentissage de texte, improvisation. Et après, il y a toute une partie humain où il faut avoir beaucoup d'empathie pour les participants, savoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, à quel point est-ce qu'une personne qui est un peu en retrait au début est en retrait parce qu'elle veut vraiment pas interagir, ou parce qu'elle est timide et que si on arrive à aller gentiment et doucement la voir et l'amener dans l'expérience, elle va passer la meilleure soirée de sa vie. Nous, c'est très fréquent qu'au début des expériences, quand on arrive, on a une petite spécialité Sculpteur de rêve qui est la fiche de personnage. Donc il y a une fiche de personnage pour les acteurs, mais il y a aussi une petite fiche de personnage pour les participants. Les participants arrivent et ils ont un prénom qui correspond à l'époque dans laquelle on travaille, et ils ont 3 lignes de background où on leur dit rapidement qui ils sont et pourquoi ils sont là. Donc ces 3 lignes, c'est vraiment très facile à apprendre, ils apprennent ça au début. Ça leur permet juste qu'une fois qu'ils sont dans l'expérience, si on leur demande qui ils sont, ils disent pas oui, je m'appelle Olivier, je suis directeur marketing chez L'Oréal, et qu'évidemment ça sorte eux, les comédiens et tous ceux qui les entendent de l'immersion. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette petite accroche qui leur permet ensuite de se plonger dans l'expérience. Et donc nous, c'est très intéressant parce que souvent au début on donne ça et les gens ils disent ah non 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 moi je veux pas participer, non me donnez pas de fiche de personnage parce que vous savez moi je suis là vraiment en spectateur. Et c'est les mêmes qu'une heure après on voit courir partout pour aller vendre de la drogue au curé et aller négocier de marier 2 autres personnages et de partir vraiment d'être à fond dans l'expérience. Et ça parce qu'on a réussi petit à petit via plusieurs stratagèmes dont les sas d'immersion, dont d'autres outils qu'on utilise, mais surtout les comédiens, qui vont réussir à les prendre avec douceur, même quand c'est des comédiens qui doivent être stricts, etc. Être strict, mais pas être cassant, pas être brusque, pas être violent envers les gens, parce que c'est aussi ça le danger de l'immersif, c'est que les gens vont s'ouvrir beaucoup plus, vont être beaucoup plus en insécurité vis-à-vis de nous, parce qu'ils vont être obligés d'être au milieu d'un truc à 360 degrés où on leur demande de croire à un univers, et de ce fait, ils vont devoir s'ouvrir et on va dire casser des barrières qui normalement sont là quand vous êtes au théâtre ou quand vous êtes au cinéma, vous êtes tranquillement assis sur votre siège, il ne peut rien vous arriver. Là, on leur demande beaucoup à nos participants. Donc derrière, il faut les rassurer. Si ils commencent à s'ouvrir et que derrière on les braque et on les casse, ou on les insulte, ou on leur fait des choses qu'on voit parfois en expérience immersive, notamment en expérience immersive d'horreur, etc., on peut les fermer et ne plus les avoir le reste de l'expérience. Notamment pour un public comme on veut toucher nous, c'est-à-dire un grand public. Un public, nous, l'idée, c'est que vraiment on puisse toucher tout le monde. Tout le monde doit se sentir bienvenu et partie prenante dans nos expériences. Et de ce fait, ça nécessite une vraie sagesse, une vraie discipline dans l'accompagnement des joueurs vers leur immersion. C'est génial parce que c'est une transition toute tracée vers ce que je voulais te demander, c'est que
Ce que m'a dit Thibaut, si je dis pas de bêtises, Thibaut Paquin dans un des précédents épisodes, c'est que vous avez des expériences entre, on va dire, 70 et 150 personnes en simultané, ou peut-être que je me trompe, mais tu rectifieras, avec des tarifs, on va dire, entre 30 et 70 euros, boissons comprises. Enfin, ça, c'est votre modèle, on pourra y revenir après. Mais sinon, je vous invite à écouter l'épisode avec Thibaut. Comment tu fais pour que tout le monde soit concerné, tout le monde vive une expérience, on va dire minimum appréciable, ou je sais pas comment pourrait appeler ça, je sais pas comment, peut-être que vous avez un nom pour ça, parce que tu peux vite être à l'écart ou suivre un groupe parce que t'as pas trop envie de venir et tout ça, alors que t'as payé quand même une place à un certain prix par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, prix qui est totalement, je pense, justifié. Je suis pas là pour remettre ça en question, c'est aussi votre choix et le positionnement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste un petit budget. Et donc, comment tu fais voilà, pour faire vivre une expérience qui soit entre guillemets unifiée, parce qu'elle peut jamais être la même pour chacun, parce qu'elle est très personnelle, et ça je le comprends, mais pour pas que tu aies un flop de, je sais pas, 10 personnes sur 70, si c'est le cas en termes de nombre de personnes, qui se disent waouh, c'était de la merde, j'ai rien compris, Pascal il était avec nous, il a fait que parler, et au final, moi j'ai rien dit, j'ai juste été un mouton suiveur du truc. Bon, c'est cool, il y a des beaux décors, mais tu vois, j'aurais allé au musée ou dans une salle décorée, ça aurait été pareil. J'exagère fortement, et j'ai peut-être beaucoup parlé, mais voilà, je te laisse la parole Ouais, sur c'est ça. c'est super intéressant parce que c'est un peu vraiment tout l'enjeu des expériences qu'on crée, surtout quand on essaie d'être le plus ouvert possible et de pouvoir plaire à tout le monde. Et donc ça pose tous les enjeux que tu as très bien posés là. Alors moi, comme en plus derrière, j'ai commencé à donner des cours là depuis 2 ans à Sciences Po et en école de jeux vidéo et en école d'événementiel sur justement qu'est-ce que ça veut dire l'immersion, comment plonger les gens dans l'immersion. Je me suis un peu prêté à l'exercice d'essayer de théoriser tout ça, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et Mhm, alors ça passe par beaucoup de choses différentes. Je dirais que dans la conception de nos expériences, on a une sorte de canevas qu'on essaie de mettre à chaque fois, qui est un canevas de niveau d'expérience. Donc il y a 3 niveaux d'expérience. Alors ça a été théorisé par plusieurs chercheurs et on va dire vulgarisé, notamment par un Tim Kirk qui a un Disney Imagineering, qui dit que dans les expériences immersives, il y a un peu 3 types de participants. Il y a les pêcheurs, les nageurs et les plongeurs. Et l'idée, c'est que les pêcheurs, ils vont être là, ils vont aimer être sur le bord de l'eau, regarder ce qui se passe, prendre 2, 3 poissons au passage, mais ils vont pas vouloir plonger. Ils vont pas vouloir aller dans l'eau, mais ils vont aimer leur expérience comme ça. Ils préfèrent rester en dehors. Et ensuite, les nageurs qui, eux, vont aimer rentrer dans l'eau et se laisser porter par les vagues, profiter un peu de cette petite immersion. Et derrière, on a les plongeurs qui, eux, vont aller au fond du scénario, aller chercher tous les tenants, les aboutissants, comprendre comment ça fonctionne et se mettre vraiment à fond dans l'expérience. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire sur nos expériences, c'est d'avoir de quoi satisfaire les 3 types de personnes, qu'ils soient présents lors des soirées ou pas. Donc on va avoir un premier niveau qui est, ok, il faut que même si une personne reste au bar à boire des cocktails toute la soirée, il passe une super expérience. Donc il faut qu'il y ait du spectacle, des scènes qui se passent, indépendamment de comment est-ce qu'on va les amener dans les différentes scènes, indépendamment du scénario et des interactions. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent visuellement, où même si on n'est pas partie prenante, on comprend ce qui se passe et on apprécie. Donc, ça peut être de la musique, de la danse, mais ça peut être aussi des scènes entre comédiens, ça peut être un meurtre, des effets son et lumière, voilà, des choses qui visuellement se passent sans qu'on ait besoin d'être partie prenante. Le tout avec en plus des comédiens qui régulièrement viennent discuter aux gens qui s'ennuient, qui sont aux tables, qui sont un peu de côté, qui regardent. Et même si eux ne répondent pas forcément, si les participants, s'ils sont pêcheurs, restent un peu en retrait, ils apprécient malgré tout qu'il y ait des comédiens qui mhm. viennent là, qui discutent, qui soient autour d'eux, qui prennent le temps de prendre en compte le fait qu'ils soient là. Ensuite, on a le deuxième niveau, qui est le niveau plus des nageurs. Là, l'idée, c'est d'avoir plein d'ateliers, plein de scénettes, plein de petites interactions, où on va pouvoir prendre les gens par la main et leur proposer des vraies interactions. Où c'est des gens qui d'eux-mêmes n'iraient pas forcément chercher des choses, mais qui vont être très demandeurs et friands d'interactions une fois qu'ils leur sont proposés. Ouais, je t'en prie. Tu peux préciser avec un exemple concret, Ouais. par exemple, dans quel univers on se trouve. Là, tu parlais de quelqu'un qui est au bar, ensuite de mythe d'atelier. C'est quoi? Donc, on est par exemple dans le Paris des années 1900, 1910, 1920. Il me semble que c'est Exactement. Apache ou quelque chose comme ça que vous avez fait. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup pour ces 2 catégories et peut-être la troisième aussi reprendre cet exemple
pour Exactement. Ouais. Par exemple, voir que prenons Apache de l'expérience y est à tout le Paris. monde. Exactement, Apache de Paris. Donc Apache de Paris, pour resituer, c'était une très belle expérience qu'on a lancée en 2021 dans le Paris de la belle époque, où là on est sur les Apaches de Paris qui étaient les Peaky Blinders français. C'était nos Peaky Blinders à nous, avant les Peaky Blinders. Donc c'était les voyous parisiens, enfin super, super univers, très historique. Et finalement très peu de gens connaissent les Apaches. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire une expérience sur les Apaches, donc on était trop content de faire ça en plus dans le Café Grévin, qui était un lieu magnifique et iconique pour ça. Et donc le principe, c'est que vous arrivez, vous faites partie d'une bande Apache, qui ont tous des noms très fleuris et très historiques, comme les loups de la butte, les tombeurs de la goutte d'or, les costauds de la Villette, enfin c'est vraiment les vrais noms historiques de l'époque. Et vous êtes dans vous rentrez, vous avez pris avec votre bande un café bourgeois, donc c'était aussi d'usage à l'époque, où les Apaches étaient un peu opposés aux bourgeois et ils venaient, là ils avaient réussi à capturer un café. Et on se retrouve dans cette ambiance de fête où les Apaches fêtent leur prise du café en buvant, voilà, en buvant les réserves, en dansant. Mais malgré tout, dans cette ambiance festive, il y a des querelles entre bandes qui se font ressentir. Voilà un peu pour le contexte global. Et alors, comment est-ce que nous, on va mettre ces trois niveaux justement d'expérience à l'intérieur de cet univers? C'est que déjà, vous avez, quand vous rentrez, une ambiance en termes de décor, de scénographie, de musique, de décors, de costumes de comédiens et de comédiens qui viennent, qui font des scènes, qui parlent entre eux, etc., qui vont satisfaire d'emblée les pêcheurs. En plus de ça, il y a plusieurs fois au cours de l'expérience des vraies scènes, avec une scène de danse apache par exemple, qui était une vraie danse à l'époque historique et traditionnelle, où ça, voilà, il n'y a pas besoin d'interagir particulièrement, on voit simplement une scène de danse qui se passe devant nos yeux, et donc un peu comme dans un spectacle, on va apprécier même si on n'est pas partie prenante. Encore, même chose, il y a du chant, il y a une scène de bras de fer qui se passait, où les gens pouvaient être là et voir un peu toute cette effervescence autour de ce duel, enfin voilà, des choses qui n'obligeaient pas d'être partie prenante. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait des ateliers. Donc le principe, c'est qu'il y a parfois un comédien qui vient vous voir à votre table et qui dit est-ce que vous avez un instant, s'il vous plaît, j'aurais besoin de votre aide, venez, suivez-moi. Et là, la table, c'est une dizaine de personnes. Il embarque les 10 personnes, ils vont dans une salle cachée à l'arrière. Et là, la comédienne, en l'occurrence, par exemple, c'était une gitane un peu sorcière qui était des tombeurs de la goutte d'or et qui dit voilà, j'entends des voix depuis quelques temps, un fantôme essaie de me parler et est-ce que vous pouvez m'aider à le réveiller? Donc là, les gens se retrouvent autour de la table et il faut créer une séance de spiritisme. Donc on se retrouve avec 15 personnes qui doivent trouver des bougies, réciter des formules, crier tous ensemble des incantations. Et lorsqu'ils réussissent, là, il y a un effet son et lumière qui se lance et qui donne une voix fantomatique qui leur explique des choses sur la trame, sur l'univers, sur ce qui s'est passé la veille, voilà, des éléments comme ça. Et donc dans cette veine-là, les gens sont vraiment pris par la main pour participer. On leur dit quoi faire, on leur dit comment le faire, mais ils sont vraiment très actifs dans l'expérience. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de comment est-ce qu'on peut attirer les nageurs dans l'expérience. Et après, au-delà de ça, Mhm. il y a en plus les plongeurs, où là, c'est ceux qui a finalement besoin de rien leur faire. C'est les GNistes, en fait. C'est les joueurs de jeux de rôle. C'est ceux qui ont très bien compris quel est le contexte, qui est leur personnage, et qui vont aller voir les différents comédiens en disant oui, j'ai entendu dire qu'un tel, il en veut un peu pour ta vie, si tu veux, si tu me payes, je peux te proposer de te défendre, et je vais trouver des armes, etc. Et donc, en mettant en place un système économique, en mettant en place du marché noir, en mettant en place des missions secrètes et des documents de jeu et des éléments un peu planqués aux différents endroits, et en faisant des backstories cachés aux comédiens, de sorte que quand un comédien sait qu'il y a un joueur qui vient les voir en étant un peu justement vraiment joueur et en cherchant à creuser, là les comédiens savent qu'à eux ils peuvent balancer une petite quête en plus qu'ils ne lancent pas normalement, mais ils savent que comme ça, eux, les plongeurs, ils vont être ah mais c'est incroyable. En plus, on a eu des quêtes en plus juste parce qu'on a cherché quoi. En fait, il y a du répondant même quand on creuse. Ok. Et du coup, par rapport aux objectifs, là, tu parles de quête. Donc là, on revient à ma question initiale de comment tu adaptes l'expérience à tout le monde pour que tout le monde vive quelque chose d'intéressant et d'approprié. Tu nous as parlé des trois sujets. Je trouve ça super intéressant en termes de, comment dire, de les compartimenter pour justement essayer de s'adapter à eux. Et du coup, au niveau des quêtes, au niveau des objectifs pour chacun, pour justement passer une belle expérience, c'est quoi le contexte global? Tu rentres, donc on te donne ton personnage avec les trois lignes de storytelling, enfin
comment dire, d'histoire, on va dire, de contexte. Et est-ce que chacun, enfin, les 70, on va dire par exemple, personnes ont la même quête, ont le même objectif général, ou est-ce que c'est très euh, personnalisé ou en tout cas individualisé pour que chacun puisse justement déceler une part du mystère voilà, ou résolve ça. Comment ça se passe? Parce que est-ce que les 70 font en même temps? Enfin voilà, explique-nous Bien sûr, ouais. comment ça se joue. Ce qu'on essaye de faire, c'est un peu dans la même manière qu'on fait 3 niveaux d'immersion, c'est de faire aussi plusieurs niveaux d'objectifs pour que, en fait, en fonction d'à quel point on veut aller profondément dans le scénario et dans l'histoire, on va pouvoir trouver son compte. Donc, on a souvent une trame globale, un contexte global qui va rassembler tout le monde et qui nous permet, nous aussi, d'avoir une narration continue du début à la fin. Donc, d'avoir une scène d'introduction et une scène de conclusion qui se tient et qui mobilise tout le monde. Ce qui veut dire que c'est une quête qui doit justement être commune à tous les participants, mais c'est souvent une quête aussi qui est un peu en toile de fond. C'est-à-dire que c'est pas une quête qui va forcément, on va dire, concentrer l'attention de tout le monde pendant les 2 heures. Nous, tout l'intérêt de cette expérience immersive, c'est qu'il y a cette trame de fond qui va nous permettre d'avoir une narration globale, mais derrière ça, il va y avoir plein de quêtes séparées qui va permettre aux gens de trouver leur compte parmi toute la pléthore d'histoires et de quêtes que propose l'expérience et d'avoir le sentiment de vivre en fait comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on n'a pas juste une quête que tout le monde suit. On a plein d'histoires qui se passent entremêlées en simultané à plein d'endroits. Ce qui est d'ailleurs une des particularités des expériences immersives et de celles qu'on crée en particulier, à savoir, on a des scènes en simultané, donc on ne peut pas tout voir dans notre expérience. On est obligé de choisir entre une scène ou une autre, de suivre un comédien ou un autre. Et donc, comme dans la vraie vie, bah, si tu es dans une pièce, tu n'es pas dans l'autre. Et peut-être qu'il se passe autre chose dans la pièce d'à côté que tu ne peux pas voir. Et donc, c'est comme ça qu'on crée ensuite des nivellements. Chaque personnage a Il y a un un arbre de décision, quoi. Exactement. Voilà, arbre de décision. Et un arbre de décision qui est assez complexe parce que ça nécessite vraiment une vision à 360 degrés, multipliée par le nombre de comédiens, multipliée par le nombre de personnages, enfin de participants. Et donc de ce fait, ça rend vraiment, c'est de l'arborescence, mais un peu dans tous les sens, où on a donc chaque comédien qui a un pool de quêtes, chaque faction qui a un pool de quêtes, chaque lieu aussi qui a des quêtes qui se passent dans ce lieu et qui sont propres à ce lieu. Quand je dis lieu, c'est une salle par exemple de l'espace où il va se passer des choses les unes après les autres. Chaque type de personnage aussi, par exemple à Apache, on avait différentes bandes et chaque bande avait son identité et ses objectifs. À Gatsby, on avait des gens qui étaient plutôt prolétaires, des gens qui étaient plutôt bourgeois, des gens qui étaient plutôt artistes, des gens qui étaient plutôt dans les affaires. Et donc, en fonction de qui ils étaient, eux, en tant que personnages, ils avaient aussi une orientation vers un type de quête ou vers un autre. Et donc, c'est comme ça qu'on crée vraiment un écosystème de quêtes qui, au final, permet d'avoir beaucoup plus à faire qu'il n'y a de capacité pour les gens de le faire. Et donc, capacité de revenir aussi, et de vraiment choisir une trame qui leur plaît. Tu peux nous dire, par exemple sur Apache, un peu à quoi ça ressemble cette trame narrative de fond, quel était l'objectif général, ou voilà, et ensuite les différentes quêtes. Et c'est une question que j'ai posée à Thibaut. Comment ça se finit? Alors ça c'est toujours la grande question sur les expériences immersives. Alors sur Apache par exemple, après c'est un modèle qu'on retrouve sur une grande partie de nos expériences. On a souvent une trame globale. Typiquement sur Apache par exemple, il y avait ces différentes bandes. Donc il y avait 3 bandes Apache qui avaient pris ce café et qui s'étaient alliées pour prendre ce café. Mais qui dit alliance dit aussi il faut une sorte de direction pour cette alliance. Et en l'occurrence, une direction qui a été assumée par le chef d'une des 2 bandes. Donc il y avait une des bandes qui prenait un peu le pas sur l'autre. Et donc ça crée évidemment des tensions politiques et des dissensions entre les bandes, avec en plus des gens qui quand même de base sont des voyous, les Apaches. Donc essayer un peu de se mettre des bâtons dans les roues. Donc on a cette trame globale qui mobilise tout le monde et qui met justement cette tension sur mais est-ce qu'il est vraiment légitime à être le chef? En plus, il avait quand même des choses à se reprocher parce qu'on découvre au fur et à mesure que le chef, en fait, il était aussi une casserole pour la police. Une casserole, c'est une balance pour la police. Donc évidemment, ça remet sa légitimité en cause. Et arrivé aux 3 quarts de l'expérience, le chef meurt, se fait assassiner. Et à partir de là, évidemment, et à partir du moment où la direction
des trois bandes et du groupe est brisée. Là, on a une dynamique globale de tous les participants à retrouver une nouvelle direction. Parce qu'on a créé justement pendant les trois quarts de l'expérience ce sentiment de puissance, d'autorité d'une personne qui disparaît. Et donc ça, après, c'est des procédés narratifs assez connus, hein, Ok. assez régulièrement mis en place. Il y a un besoin de renouveau, de rétablir l'équilibre. Et donc, de ce fait, il faut que les gens se mettent ensemble pour désigner qui sera leur nouveau chef. Et en plus, avoir un sentiment de justice pour désigner qui a été l'assassin du chef décédé. Et donc là, en l'occurrence, par exemple, sur cette fin-là, on avait un tribunal à Pâche, qui était pareil une pratique historique, qui avait vocation à désigner qui était le coupable parmi les différents protagonistes de la soirée, qui a assassiné le nouveau chef, enfin le chef, et faire une élection également pour désigner le nouveau chef. Ce qui est intéressant avec ce type de fin qu'on peut retrouver dans d'autres expériences, c'est que finalement la fin dépend totalement des participants. Alors, on a quand même des éléments pour contrôler la narration qui ne changent pas. Par exemple, on n'a jamais eu le cas où le chef n'est pas mort. Donc, le chef a toujours été assassiné au bout de trois quarts d'heure d'expérience. Mais par contre, on a une fin qui est toujours différente parce qu'une combinaison entre un coupable désigné par les joueurs et un nouveau chef désigné par les joueurs. Et avec des prises de parole des joueurs pour faire l'avocat un peu des différentes parties. Et donc, vraiment quelque chose de très participatif à la fin. Ce qui marche bien à la fin en plus parce que les gens sont chauds. Ils ont 1 heure et demie d'expérience dans les pattes. Ils ont compris les enjeux, ils ont discuté avec les personnages. Nous, en plus, dans nos expériences, ils ont pris 2 cocktails. Donc, ils sont chauds pour participer et ça crée des vraiment très belles scènes. Ça, c'était une liberté qu'on s'est permise à Apache parce que le thème le permettait et parce qu'on est parti sur quelque chose d'assez fictionnel, malgré la thématique historique. C'est par contre une problématique qu'on a rencontrée sur d'autres expériences, comme par exemple Gatsby, ou Cabaret Rive Gauche qu'on a lancé là, ou encore Résistant qu'on a lancé en octobre dernier, parce que c'est trois thématiques où il y a une fin qui est connue en fait. Gatsby, il y a une fin au livre. Et on avait le loisir de peut-être s'en échapper, mais c'était dommage parce que c'est quand même très bien écrit, Fitzgerald, et on se rendait bien compte, on a essayé de changer la fin, de se dire si on enlevait ça, si finalement Gatsby meurt pas, mais en fait tous les éléments du livre tendent vers cette fin, et enlever ou changer cette fin, ça briserait un peu tout l'équilibre du livre. Donc on avait une problématique qui était qu'on avait une fin connue, mais malgré tout, nous, notre objectif, c'est que les joueurs puissent être partie prenante, et donc pouvoir insuffler une fin ou une autre. Et donc de ce fait, même si Gatsby meurt à la fin, alors je suis désolé de spoiler celles et ceux qui n'ont pas encore vu Gatsby Alice, mais oui, malheureusement Gatsby meurt à la fin, mais par contre, comment est-ce qu'il meurt? Pourquoi est-ce qu'il meurt? Et surtout, qu'est-ce qui se passe autour avant qu'il meure? Tout ça est dépendant des joueurs. Donc il y a plein de manières différentes de faire en sorte que Gatsby meure, de motiver la personne qui va tuer Gatsby à le tuer effectivement. Il y a plein de quêtes différentes qui s'entremêlent. Et en fonction des soirées, c'est pas pour les mêmes raisons qu'on finit par tuer Gatsby. Et également, il y a des changements. Par exemple, dans le livre Gatsby, on sait qu'à la fin, il y a un coup de téléphone qui est passé à Nick et à Daisy, l'amoureuse l'amour de Gatsby, mais on ne sait pas ce que dit Gatsby. On sait pas si, on sait pas ce que dit Daisy, pardon. Daisy, on ne sait pas si elle dit je m'en vais, je te reverrai plus jamais, ou si elle dit Gatsby, je veux partir avec toi. Et donc nous, on fait en sorte que ça soit dépendant des joueurs. Les joueurs doivent motiver Daisy à faire l'une décision ou une autre. Et donc, en fonction de ce que font les joueurs, Daisy prendra une décision ou une autre. Et il y a plein d'autres quêtes plus annexes, plus secondaires, qui se clôt avant la mort de Gatsby, qui dépendent entièrement des joueurs. Donc c'est un peu ça on va dire la construction d'une narration immersive. Superbe. On arrive sur la fin, là, les 10, 15, 20 dernières minutes en fonction de comment on parle. Enfin, on pourrait en avoir pour 2 heures de plus, mais il faut clôturer un moment. On peut parler un peu de toi. Comment Maël progresse et qu'est-ce qui, du coup, c'est peut-être un peu lié, qu'est-ce qui t'inspire énormément, tu vois, dans le monde en termes de dans la culture, média, des personnes. Donc ça peut être du qui, du quoi. Voilà, à toi de me dire. On a parlé pas mal de Disney à un moment. Voilà, comment tu progresses et qu'est-ce qui t'inspire? Ouais, bah, je pense que moi j'adore m'inspirer de plein de trucs, plein d'éléments, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi à créer des œuvres qui sont vraiment transverses. C'est ce qui nous a poussé au début à mélanger de l'escape game, du théâtre immersif, du jeu de rôle, à l'époque où c'était des secteurs qui étaient très séparés.
D'une manière générale, d'ailleurs, en France, on aime bien catégoriser tout. Dire les escape games, ça reste entre escape games, le théâtre, ça reste entre théâtre. Et je pense qu'on a d'une manière générale vraiment loisir et force à mélanger un maximum de disciplines et à prendre des éléments qui viennent de la peinture, des éléments qui viennent de l'architecture. Enfin, on a vraiment quelque chose à construire grâce à ça. Donc moi, j'aime vraiment voyager, aller voir des pièces, même des pièces qui sont pas du tout immersives, pour voir un peu comment est-ce qu'ils construisent ça. Et après, plus concrètement, dans le milieu des expériences immersives, c'est vrai que le Royaume-Uni, d'une manière générale, en Angleterre, à Londres notamment, il y a vraiment un vivier d'expériences extrêmement inspirantes, que ce soit d'expériences immersives, où les Moi, gens j'adore Londres. Ouais. ouais, ça c'est fabuleux. Et que ce soit d'ailleurs en expérience immersive ou même, enfin, il y a des masterclass de comédie musicale, de show où tu arrives sur des types de narration, des types de construction, de décors, de scénographie qui sont absolument incroyables et qui sont vraiment très inspirantes. Je pense que la dernière que j'ai vue, c'est Hamilton quand je suis allé à Londres, que j'ai pu revoir et revoir et revoir sur Disney+, pour essayer de comprendre comment ils arrivaient à construire une telle narration et un tel vivier créatif. Et c'était ça très inspirant. En termes d'expérience immersive pure, la meilleure expérience que j'ai vue de ma vie, où pour moi ça reste encore une référence, c'est Peaky Blinders d'expérience immersive à Londres, qui est par le même collectif qui a créé aussi Gatsby, d'ailleurs, l'expérience immersive à Londres, qui était très chouette aussi, qui datait de plus, c'est-à-dire que c'était une expérience qui tournait déjà depuis 7 ans, donc on sentait qu'elle avait besoin d'un peu de rafraîchissement. Mais alors, Peaky Blinder, l'expérience immersive, moi, alors je vais faire une confession, et pour un concepteur d'expérience immersive, c'est un peu terrible, mais je suis extrêmement difficile en expérience immersive, et du coup, je suis pas un grand fan d'expérience immersive, en fait. C'est-à-dire que j'ai du Mais mal à c'est me normal. plonger, mais c'est normal, du coup, on est très toujours dans l'analyse, à voir tout ce qui se passe, etc. Et du coup, en fait, je prends pas forcément beaucoup de plaisir à être dans une expérience immersive. Alors j'en prends quand même parce que sinon j'en ferais pas. Enfin, moi j'adore participer, mais du coup je suis toujours là un peu critique, un peu voir comment ça se passe, même quand c'est très bien au demeurant. Et là, à Peaky Blinders, ils m'ont fait rentrer dans l'expérience. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé 2 heures et je courais partout. J'ai complètement zappé, ce qui fait qu'à la fin de l'expérience, j'ai dit ah là là, mais j'ai rien noté. J'ai pas pris de notes, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, j'y suis retourné 4 fois pour comprendre comment est-ce qu'ils arrivaient à faire ça. Et c'était exceptionnel. Alors évidemment, ils avaient un budget comme les budgets anglo-saxons le permettent, où d'ailleurs ils n'ont pas été rentables, en tout cas sur la première version où ils ont des corps incroyables, des comédiens, c'est des comédiens du West End en plus, donc c'est des comédiens qui savent parfaitement chanter, parfaitement danser, parfaitement jouer, qui sont exceptionnels. Et tout ça dans une narration pour le coup qui était vraiment, vraiment immersive. On avait vraiment la possibilité de- de- d'être partie prenante tout en ayant une narration très contrôlée. En fait, ils arrivent ils savent exactement ce qui se passe. Ça, j'ai pu le voir en le faisant plusieurs fois. Ils savent exactement ce qui se passe à chaque instant. Et l'histoire se passe toujours la même tous les soirs, mais toi, tu as toujours l'impression que c'est grâce à toi que ça arrive. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est qu'on essaie de mettre nous aussi en place pour quand même garder un contrôle sur l'expérience, mais garder ce sentiment pour les joueurs d'être partie prenante. Et en fait, c'est réussir à leur faire croire que c'est tout le temps grâce à eux que tout se passe, mais qu'en fait, toi, tu contrôles tout. Et donc ça, c'est vraiment très, 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 très fort. Et en termes de format, toujours au Royaume-Uni, puis après on pourra passer plus sur la France, parce qu'on a quand même des belles choses qui se passent en France. Mais il y a un très beau format qui s'appelle Phantom Peak, qui est au Royaume-Uni, et où là, ils ont construit un monde ouvert, en mode post-apocalyptique, steampunk, et ça s'ouvre en fait, tu arrives dans un monde qui fait, je sais plus combien, ça doit faire 5000 mètres carrés, c'est énorme, vraiment une ville avec une rivière au milieu, une carrière, où tu peux rester pendant toute la journée dans cet espace, et tu te promènes, et tu vas rencontrer des comédiens, faire des échoppes, et chaque comédien a des petites quêtes à te filer. Et toi, en plus, tu as, en l'occurrence, un téléphone. Ça, c'est un peu le reproche que je ferais à cette expérience. C'est que tu as un téléphone qui te permet de te guider avec des quêtes narratives, qui te donnent des missions en te disant allez discuter avec la boulangère, elle a quelque chose à vous dire. Et toi, tu vas avec ton téléphone voir la boulangère, et la boulangère, qui est une vraie comédienne, te prend dans un coin et dit ah oui, en effet, il s'est passé ça, on m'a volé ça, mais c'est bizarre, j'ai retrouvé une marque de pâte de loup, de je sais pas quoi, à côté de ma boutique. Et donc toi, ensuite, tu vas enquêter sur cette affaire et ton téléphone t'aide à te guider dans l'expérience. Le tout avec 500 personnes en simultané qui s'entrecroisent dans plein de scènes, plein de lieux divers et variés, des mécanismes d'escape game partout. Donc très malin comme type d'expérience, qui nous inspire beaucoup d'ailleurs pour notre prochaine expérience qu'on va lancer là à l'automne, qui sera la plus grosse expérience à ce jour dans cet esprit.
Voilà Je pour connaissais pas Phantom Peak, ouais, je suis en train de regarder, c'est magnifique, c'est Peak, P-E-A-K pour ceux qui veulent chercher, et Phantom, P-H-A-N-T-O-M, c'est à Londres. De toute façon, les Londoniens, les Britanniques, moi j'adore aussi ce qu'ils font quand tu vois le nombre de concepts de loisirs indoor ou outdoor qui se créent là-bas. Je me rappelle avoir été, parce que quand j'étais dans le jeu vidéo, dans un bar à ping-pong, tu sais, qui s'appelle le Bounce, je sais pas si tu connais, ouais, avec je sais plus combien de tables à l'intérieur. Enfin, t'as des concepts de social sports. Enfin, moi ouais, je c'est trouve clair. ça ouf, quoi. En plus, à Londres, où t'as quand même un foncier qui vaut un certain prix, c'est un peu, pour moi, j'ai pas tout fait, mais un peu la mecque de ce qu'on peut trouver pas très loin de chez nous en termes de loisirs. Tu Mhm. parlais de prochaines expériences qui vont être créées. Quel est le futur pour vous? Quelles sont vos ambitions? Là, aujourd'hui, vous êtes pas mal sur Paris, si je dis pas de bêtises. Demain à Londres, demain à Lyon, demain à Bruxelles. Quel est le plan pour Sculpteur de rêve? Qu'est-ce qui se prépare? Ou en tout cas, vers où vous tendez? Je pense qu'on tend toujours à creuser ce vivier immense que sont les expériences immersives et d'aller toujours plus vers plus d'immersion, plus de qualité et vraiment plus d'émotion aussi pour les participants. Alors c'est beaucoup de mots un peu vagues et même nous on ne sait pas comment justement aller tendre vers ça, mais on essaye des choses. Ça sur un but un peu global qu'on essaye de tracer, à essayer de faire aussi plus d'expériences, de plus grande qualité, et vraiment de proposer encore plus de choses à notre public. Après, sur un point de vue plus pragmatique, donc nous on a deux sociétés. Une société où on est sur donc toujours de l'agence. On fait des très belles commandes. Là, on a fait un très beau projet au château de Blandy-les-Tours, dans une dimension très culturelle aussi. On a vraiment un axe qu'on a pris là cette année en particulier avec mon associé Roman Provo, qui est vraiment spécialisé dans la partie culturelle. Et les expériences immersives, c'est tellement fort pour ça. Et ça a tellement de sens pour nous de créer des expériences immersives à but culturel. Donc on veut vraiment développer ça et faire en sorte que ça se réplique dans plein d'espaces, plein de lieux, de très beaux espaces, et pouvoir raconter plein d'histoires, notamment l'histoire de notre beau pays, de notre histoire, une histoire mondiale, et des enjeux un peu plus sociétaux, politiques, le réchauffement climatique autour de ces formats d'expérience immersive. Donc on va vraiment partir sur des formats qui sont plus grands, plus ambitieux, où on nous laisse aussi plus de marge créative, ce qui est le cas de nos clients aujourd'hui. Ils voient bien qu'on a une vraie expertise, et donc on a vraiment cette chance d'aujourd'hui. Les clients nous disent voilà, on aimerait que vous fassiez un truc sur ce thème-là, mais par contre, c'est pas notre métier, on vous fait 100% confiance, faites ça. Et donc avoir ce genre de responsabilité et de confiance, ça c'est ce qu'on aspire à faire avec des projets encore plus gros, encore plus beaux sur de nouveaux domaines. Donc on a de très beaux projets sur ce côté-là en perspective, donc on est très content. Et côté expérience originale, pareil, c'est essayer de... Il y a à la fois un but, on va dire, de création, où on va essayer de créer les expériences les plus folles, d'essayer de trouver des nouveaux formats. On n'a pas encore réussi à trouver le format idéal. On a trouvé un avec Apache, avec ce système de bar immersif et historique, où les gens repartent en sachant des choses, où on a un format qui fonctionne, mais on se dit c'est pas encore parfait. On a envie de trouver mieux. Donc là, on teste d'autres formats et d'autres formats aussi qui puissent nous permettre d'être plus sur la durée. Aujourd'hui, on est très sur de l'événementiel, sur de la courte période, ce qui nous rend très vulnérables aux aléas des réservations, des événements et qui rend pas forcément pérenne et rentable nos expériences. Alors, on a de la chance parce qu'on a quand même une grande partie de nos expériences qui sont au moins rentables, qui arrivent à s'autofinancer et à nous permettre de déployer de nouveaux projets. Mais c'est pas encore suffisant pour grossir et pour avoir vraiment des équipes à temps plein. Donc là, on teste d'autres formats et c'est un format qu'on va tester là, quelque chose de plus gros, plus périn, avec une très belle expérience qu'on annonce en avant-première sur ce podcast, à savoir une expérience qu'on travaille avec Asmodée sur la licence Loup-garou de Tierce Lieu. Très bien. Bah, merci de la exclu ou quasi exclu parce que le podcast va sortir à peu près au Ça moment va, de, c'est ça. de l'annonce. Tu parlais donc du modèle économique, enfin sous-jacent à ce que vous faites. Est-ce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui vous avez des baux précaires de courte durée pour justement pas prendre trop de risques, ce qui fait que vous devez essayer d'être le plus rentable possible sur une période courte, donc je sais pas 3, 4, 5, 6 mois, mais que au fond, si j'entends, peut-être tu me stoppes,
l'idée, ça serait dans la manière des comédies musicales à Londres et autres, d'être résident beaucoup plus longtemps d'un lieu, c'est ça, et d'essayer en fait de l'étirer sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est ça, ouais, Enfin, c'est quelle est essayer la de trouver, volonté? ouais, essayer de trouver ce système. Je pense qu'essayer de s'inscrire plus dans la durée peut être une bonne solution. C'est vrai que moi, d'une manière générale, toujours dans cette stratégie de créer des projets les uns après les autres aussi, parce que moi, j'aime bien créer plein de trucs en même temps et enchaîner les projets et être souvent sur des nouveaux projets. Donc, ce système événementiel me plaît bien. Mais c'est vrai que pour réussir à asseoir un événement, à avoir un taux de remplissage et une rentabilité plus sur le long terme, pouvoir amortir de plus gros investissements, ça nécessite, comme tu l'as dit, des baux plus longs, voilà, des visions plus long terme. On se confronte aussi avec les problématiques d'une part purement légales, des baux commerciaux aujourd'hui qui ne sont pas spécifiquement adaptés aux loisirs et surtout aux loisirs immersifs, en termes de contraintes, en termes de capacité, de prix. On a vraiment quelque chose où il y a vraiment une rencontre qui se fait pas, un match qui se fait pas avec les beaux classiques. C'est en train de changer. On discutait d'ailleurs avec plusieurs foncières qui ont vraiment compris les enjeux de l'immersif et se mettent beaucoup plus à proposer des formats qui se marchent aux variables, des formats où on a vraiment une partie prenante du centre commercial, par exemple, ou du lieu d'accueil, dans la commercialisation et la communication autour du projet, parce qu'ils comprennent bien que ce type de projet ne fait pas autant de cash et nécessite d'autres problématiques qu'un Zara ou on va dire une boutique Mhm. classique. Donc on a vraiment quand même une évolution du secteur, mais ça va d'une part là-dessus et d'une part trouver des business models qui vont permettre d'amortir quand même le coût d'exploitation énorme de nos expériences, du fait de la force de nos expériences aussi, à savoir les comédiens et le personnel sur place, qui est nécessaire pour nos expériences. Nous, on essaie toujours de faire un ratio d'à peu près un comédien pour 10 personnes, qui peut un peu évoluer en fonction aussi des spectacles et des dispositifs automatiques qu'on peut avoir dans l'expérience. Mais globalement, c'est 10 participants pour un comédien. Et de ce fait, on est sur des ratios de rentabilité qui sont beaucoup plus complexes à atteindre qu'une scène de 500 places où on va avoir 6 comédiens sur scène. Donc voilà, quelque chose à trouver dans ce sens-là. Et on va bientôt finir, mais là, je vais aller creuser sur un point qui, même moi, m'intrigue, tu vois, c'est quelle est ta vision? Là, tu parles de un comédien pour 10 spectateurs ou peu participants. Quelle est ta vision d'utiliser l'intelligence artificielle, on va dire, travailler dans les discours, tu vois, l'automatisation de tout ça, mais avec un petit peu de liberté, tu vois, en le contraignant à suivre un scénario en fonction de ce que les gens lui disent, justement d'une manière plus informatique, ou même, tu vois, si tu es dans un esprit 1900, tu vois, bah, de mettre une vieille, bon, les télés n'existaient peut-être pas, mais une vieille moi, je me perds dans mon exemple, mais tu vois, en tout Ouais, cas, mais c'est quelque un chose qui rend téléphone ou interactif, ou même une machine à alors, une écrire, radio, par exemple. télégramme, ouais. Ouais, une radio, un truc où, exactement, où tu lui parles, tu lui dis, voilà, je ne sais pas quoi à faire, ou il y a quelqu'un qui a été tué, et là, c'est, je change d'époque, tu vois, mais Napoléon qui te répond, ou j'en sais rien, ou par une lettre écrite devant tes yeux qui te sort, tu vois, qui s'imprime, je sais pas, pour justement essayer de garder l'immersif, faire un effet waouh, mais sans le coût humain. J'ai pas dit qu'il fallait pas d'humain, mais il y a quand même une réalité économique à la chose, c'est-à-dire que soit ton expérience tu la vends très cher, mais tu deviens bah, un petit peu plus euh, comment dire excluant pour une certaine Ouais. partie de la population qui aurait envie de venir, soit tu essayes de faire de l'hybride encore une fois avec cette technologie qui arrive. Voilà, j'ai donné des pistes de comment ça pourrait se matérialiser. Quel est ton point de vue là-dessus? J'imagine que tu vas me dire, bah, tant que ça respecte l'expérience, pourquoi pas? Mais j'ai pas envie de me mettre à ta place. C'est Ouais, bien à sûr. toi de Bah, répondre. Et peut-être que tu vas me dire aussi que t'aimes pas. c'est clairement, non, c'est vraiment des solutions on va dire qu'on explore. Ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est vraiment pas de remplacer les comédiens. Parce que à ce jour, et même avec les dernières évolutions qui sont incroyables dans l'intelligence artificielle, je pense qu'il y aura toujours tellement de force qu'a l'humain que l'intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre. L'intelligence artificielle, en revanche, aura vraiment des forces, Mhm. notamment la capacité de puiser dans un puits de connaissances que n'importe quel, même humain, même le plus performant soit-il, n'arrivera jamais à atteindre. Mais par contre, l'aspect vraiment sensoriel, empathique, le côté où tu as un vrai humain en face de toi qui répond parfaitement à la demande que tu as eue, qui bug jamais, qui est toujours, qui est vraiment quelque chose de plus en fait. Ce petit truc en plus
qui fait des relations humaines quelque chose de totalement unique comparé à une relation avec un ordinateur. En revanche, par contre, ce sont des mécanismes qu'on travaille actuellement, d'ailleurs notamment dans l'expérience Bureau de Tierce-Lieu, des mécanismes, des automatismes qui permettent d'alléger le poids des comédiens. Aujourd'hui, les comédiens font beaucoup de petites missions où là, ils n'ont pas forcément de plus-value. Ils ont vraiment de la plus-value sur les interactions, sur les discussions, sur justement cet aspect vraiment humain, et réussir à les décharger de beaucoup d'actions via une intelligence artificielle, via les mécanismes, permet d'augmenter le ratio de un comédien pour 10 personnes à un comédien pour 20, 30, 40, 50 personnes, à compter du fait que les gens peuvent être, les participants peuvent être occupés avec d'autres systèmes. C'est ce qu'ils font à Phantom Peak, par exemple, où il y a un ratio beaucoup plus grand que nos un comédien pour 10 personnes, parce qu'ils ont, comme tu disais, des radios automatiques où tu rentres un code et tu as un bruit d'information, des télés, des micro-jeux, des labyrinthes, des choses qui en fait automatiquement font gagner du temps et occupent les participants avec des choses qui sont très qualitatives et qui sont dans le scénario, tout en libérant du temps aux comédiens. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre là-dessus, et l'intelligence artificielle, c'est sûr, pourra sûrement nous aider à faire ça. Néanmoins, ça va plutôt être dans une idée d'augmenter ce ratio que vraiment d'enlever des comédiens. Ok, super. Bah écoute, je vais te poser une dernière question qui est, est-ce que tu as des conseils, des astuces, des recommandations, peut-être même de lieux ou d'expérience pour ceux qui en sont curieux, ceux qui voudraient travailler là-dedans, qui aimeraient en créer aussi, je sais pas, voilà, tout ce qui peut passer par la tête autour de ce milieu-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'il faut pas faire peut-être aussi. À toi de me dire, de Super, nous bah, le je pense dire. que le plus important, c'est de faire un maximum de trucs, de voir un maximum de trucs, de parler aussi avec les gens. C'est quelque chose qui est très beau dans ce secteur. Alors, c'est sûrement parce que là, on se lance, mais j'espère que ça va durer dans le temps, et j'ai bon espoir que ce sera le cas, où on a vraiment plein d'acteurs qui sont très bienveillants. C'est-à-dire qu'on est malgré tout concurrents parce qu'on fait des activités qui sont similaires, mais sur un marché qui est énorme, donc finalement, on n'a pas tant de concurrence que ça, et on va tous essayer de s'aider, de se donner des conseils, de partager des talents, de partager des bonnes pratiques. Et donc ne pas hésiter à envoyer des messages à des gens dont vous aimez les expériences, et à leur dire j'aimerais trop discuter avec vous, prendre un café, voir comment ça fonctionne. Voilà, ils n'hésiteront pas à vous aider. En tout cas, c'est le cas. Si jamais vous avez des questions, des choses pour découvrir comment on fait des expériences immersives, moi je suis toujours hyper intéressé et toujours très ouvert pour parler de nos expériences, faire comprendre comment ça fonctionne et surtout faire avancer, parce que nous on est en réflexion constante. Moi c'est pour ça que j'adore donner des cours sur l'immersion. Ça me permet déjà de structurer ma pensée, d'aussi comprendre, ça je pense que c'est un point assez important quand on se lance un peu dans qu'est-ce que c'est que les expériences immersives, parce que les expériences immersives c'est un peu tout et rien, et ça va un peu tout et rien dire, mais il y a un peu un automatisme qui est de se dire quand on parle d'expérience immersive, ah oui non mais ça c'est pas immersif, ah oui l'atelier des lumières c'est pas immersif, ah oui non mais la réalité virtuelle c'est pas vraiment immersif. En fait si, en fait l'immersion de base c'est un sentiment psychologique. Alors là, je peux m'étaler pendant des heures, donc je vais faire un peu bref sur le contenu de mes cours sur l'immersion. Mais le bref de l'immersion, c'est que c'est un état psychologique de la personne qui la vit. Et de ce fait, c'est totalement subjectif. Donc toi, tu peux mettre autant de budget que tu veux dans ton expérience, tu peux faire un truc incroyable, etc. Si la personne qui la vit n'est pas en immersion, bah, elle sera pas immergée et ton expérience sera pas immersive. À l'inverse, quelqu'un qui est dans un bon bouquin, qui est sur son canapé en train de lire, je sais pas quel roman hein, du Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi, et qui est plongé totalement et qui se sent plus sur un canapé en train de lire un bouquin, mais qui se sent en train de gambader sur les plaines du Rohan, bah, il va être plus immergé que dans ton expérience à 2 millions d'euros d'investissement. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est Ah, que bien finalement sûr, hein. Ou un l'immersion, enfant. c'est ça, ou un enfant qui est en train de jouer avec un bout de bois et qui en fait est beaucoup plus immergé que tu ne pourrais l'être. Donc toi, ce que ton rôle, en fait c'est un peu un cours de modestie pour les créateurs d'expériences immersives, c'est qu'on ne peut pas créer des expériences immersives en fait. Aucune expérience n'est immersive. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre en place des systèmes, des stimuli qui vont, on l'espère, permettre d'engendrer de l'immersion dans le cerveau de nos participants. Donc là, il y a plein de codes, voilà, de systèmes entre le décor, le sensoriel, comment est-ce qu'on va réussir à tromper un peu les sens de nos participants, comment est-ce qu'on va raconter une histoire dans laquelle ils vont se sentir partie prenante, donc ça c'est le côté plus narratif, et comment est-ce qu'on va interagir avec eux de manière à ce que leur cerveau se dise, vu que j'interagis avec ce milieu, je crois à ce milieu et donc je m'immerge dans ce milieu. Donc c'est un peu les trois dimensions, quoi. C'est le sensoriel, le narratif et l'interactif. Et en mélangeant ces trois-là, mais aussi en les gardant séparés, on peut réussir à générer de l'immersion. Donc le plus important, c'est pas de se dire ah non mais ça c'est immersif, ça c'est pas immersif. C'est surtout de se dire
comment est-ce que cette expérience arrive à plonger en immersion certaines personnes, ou quelles sont les personnes qui vont se sentir plongées en immersion dans cette expérience, et d'ainsi comprendre, d'analyser quels sont les différents, la diaspora des expériences immersives, dans quoi est-ce que nous on a envie de se lancer, qu'est-ce qu'on a envie de générer, et quelles sont les histoires qu'on a envie de faire vivre. C'est un peu ça que je conseillerais aujourd'hui, avec en plus plein de très belles expériences qui tournent en ce moment. Alors on a Helsingor au Château d'Hamlet, bon ils sont malheureusement complets, victimes de leur succès, mais de Léonard Maton qui est une très très belle pièce de théâtre immersif classique, mais vraiment très très bien mené. On a les derniers jours de Afterlife de Tada Immersive que j'ai pas encore testé mais qui paraît-il est très bien. On a du coup nos expériences qui vont bientôt se terminer, j'en profite pour présenter nos expériences, mais on a Résistant au Jardin Atlantique à Montparnasse qui est une très belle expérience autour de la résistance. Justement, on a 5 étoiles avec plus de 150 avis sur Google, et c'est vraiment une expérience où vous plongez dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de résistants incarnés par des comédiens, et vous allez revivre avec une expérience qui est très accessible pour toute la famille, les grands moments de la résistance française. Et on a en plus évidemment un très beau timing qui est les 80 ans de la Libération. On va avoir les 80 ans du débarquement le 6 juin, l'appel du 18 juin qu'on va fêter à Résistant. Donc des beaux événements en perspective à vivre jusqu'au 29 juin, parce que l'expérience se termine le 29 juin. Et on a aussi Cabaret Rive Gauche qui a ouvert il y a une petite semaine et qui vous plonge pour le coup après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50, l'effervescence artistique de Saint-Germain-des-Prés, une expérience très parisienne où vous allez rencontrer Jacques Prévert, Barbara, Boris Vian, et l'idée c'est de vous plonger dans un cabaret, la Rive Gauche, et d'assister à l'éclosion de ces artistes, de ces étoiles qui ont fait l'art et la littérature de la fin du XXe siècle. Voilà pour ce que je vous conseille. Eh ben écoute, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce moment, tous ces conseils, toutes ces astuces d'insider aussi, et la façon dont vous faites kiffer les gens chez Sculpteur de Rêve. On se tient au courant. Je vous encourage à aller tester les expériences de Maël, et puis on se recroisera bientôt, je l'espère. Merci à toi. Merci Morgane. À bientôt. Et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello, @cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.